Zone Australe vous est présentée par Zeop, les peintures Movilac, Air Mauritius et Air Madagascar. Comme une perle suspendue au sud-est de l'Inde, le Sri Lanka est un pays aux multiples reflets. Autrefois nommé Ceylan, cette grande île, posée à 4200 km de la nôtre, n'est pas sans rappeler, par certains côtés, la Réunion. Le Sri Lanka est une destination qui a une bonne presse un peu partout et plus particulièrement à la Réunion parce qu'il y a des similitudes assez importantes. Et c'est un pays qui transmet des ondes très positives. C'est un pays très nature, c'est un pays qui brasse les cultures hindouistes, bouddhistes, musulmanes, catholiques bien évidemment. Donc on a toujours l'impression d'être le bienvenu, quelle que soit notre religion, notre appartenance, notre couleur. Et ça nous permet d'appréhender un voyage en toute sérénité. Et c'est aussi un petit peu le côté très sympa du Sri Lanka, c'est que c'est vraiment un pays avec une population qui a le sourire, quoi. La comparaison a cependant ses limites, notamment sur le plan historique. Riche d'une histoire multimillénaire, le Sri Lanka possède de nombreux sites archéologiques inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui en fait une destination culturelle exceptionnelle. Actually, Polonnaruwa, Anuradharapura et Sigiriya, ces trois sites constituent ce qu'on appelle le triangle culturel. Il y a des siècles de mémoire derrière ces villes et l'histoire du Sri Lanka commence là. Elles ont des liens avec le bouddhisme. Il y a beaucoup de très belles choses à y voir, notamment des statues et des vestiges d'anciens palais qui les ont rendus très célèbres. Perché à 200 mètres au sommet d'un rocher de granit, sur le site d'un ancien monastère bouddhique, Sigiriya signifie littéralement « la montagne du lion ». Avec ses plans d'eau et ses jardins à la française avant l'heure, cette ancienne résidence royale a des allures de petit Versailles sri-lankais du 5e siècle. La construction de Sigiriya a commencé au 5e siècle sous l'impulsion du roi Kashyapa. Elle a pris 18 ans. À ce jour, nous n'avons pas de certitude quant aux méthodes employées pour bâtir ce site. Mais ce qui est sûr, c'est que des esclaves ont été utilisés et qu'il a fallu des échafaudages pour travailler à une telle hauteur. Les bâtisseurs se sont aussi servis des rochers pour maintenir la charpente et installer des plateformes. Il a fallu des centaines de milliers de briques pour construire ce palais. Imaginez-le du temps de sa splendeur, avec sa salle de spectacle dominée par le trône du roi et sa piscine privée, immense bassin réservé à la reine, creusé au sommet du rocher. Aujourd'hui, 40% de ce site, considéré par les Sri Lankais comme la 8e merveille du monde, ont été restaurés. Actuellement, nous menons 3 programmes de restauration qui concernent le sommet du rocher, la partie principale du palais et les jardins. Nous allons réparer des murs et réhabiliter des bassins. Les courageux touristes doivent gravir plus de 1200 marches étroites pour parvenir, essoufflés et écarlates, au sommet du rocher de Sigiriya. Mais le panorama en vaut la peine, tout comme les fresques des Apsaras, les nymphes célestes peintes à même la roche. C'est un site qui se mérite parce que c'est à plus de 160 mètres de haut et les passerelles pour y accéder sont assez pentues. Mais ce qu'on y voit en haut est complètement hallucinant. Il faut vraiment imaginer cette forteresse et ce palais qui est tout en haut. Pour moi, c'est le Machu Picchu du Sri Lanka. C'est vraiment très très beau. Il y a ces 2 énormes pattes du mythique lion qui vous donnent accès à la passerelle vertigineuse pour y monter. Et le point de vue est vraiment sublime puisque tout autour, en fait, c'est une forêt préservée. Il y a énormément de parcs nationaux et c'est bien évidemment un des incontournables à faire au Sri Lanka. Tout aussi fascinant, le site de Polonnaruwa s'avère beaucoup plus facile d'accès. Étendue sur 700 hectares, cette ancienne cité royale a pourtant été complètement oubliée pendant près de 8 siècles, jusqu'à ce que des chasseurs d'éléphants la redécouvrent par hasard en 1937, envahie par la jungle. On devine leur stupéfaction devant les vestiges de l'ancien palais
haut de 7 étages et possédant 1000 pièces, ou devant ces extraordinaires Bouddhas géants sculptés dans le granit. පොළොන්නරුව රාජධානිය ආරම්භ වන්නේ Polonnaruwa est la capitale du deuxième royaume singalais, qui s'est étendu du XIe au XIIIe siècle. Mais c'est surtout au XIIe siècle que la ville s'est développée sous l'influence du roi Parakembau. La plupart des monuments majestueux que l'on peut voir à Polonnaruwa datent de son règne. C'est à cette période également que le pays a prospéré grâce à l'irrigation, à l'agriculture et aux exportations. පාලනය කිරීමට සමනය කිරීමට ජලය අත්‍යවශ්‍යයි. Les 5 temples troglodytes de Dambulla, eux, n'ont jamais été oubliés. Ils restent d'ailleurs toujours en activité de nos jours. Mélange de sanctuaires bouddhistes et hindouistes, ils reflètent un syncrétisme bien spécifique au Sri Lanka. Leur construction, dans l'intimité des grottes, s'est échelonnée sur plus de 15 siècles. දඹුල්ල පටන් ගන්නේ ක්‍රිස්තු Ici, à Dambulla, au 1er siècle avant Jésus-Christ, le roi Valagambau s'est fait chasser du trône par les Tamouls et était venu se réfugier ici, dans un monastère. Il fit alors le vœu d'y construire un sanctuaire s'il gagnait la guerre. Victorieux, il tint parole. Ses successeurs ont ensuite tour à tour enrichi ces temples de magnifiques peintures et sculptures, parfois recouvertes d'or. On peut y voir des Bouddhas couchés ou en posture traditionnelle de méditation et d'apaisement. සල්ලි වෙන් කරලා ඒක නිර්මාණය කරේ. La riche histoire du Sri Lanka comporte aussi un volet colonial très mouvementé. C'est dans la superbe ville portuaire de Galle, à l'extrême sud-ouest du pays, elle aussi classée par l'UNESCO, que l'on en rencontre les souvenirs les plus parlants. Especially the history of the Gaul, we can go back to the... Pour comprendre l'histoire de Galle, il faut remonter à la période coloniale à partir du XVe siècle. Ce sont d'abord les Portugais qui sont arrivés au Sri Lanka, à Galle, à cette époque. Ils y sont restés jusqu'en 1640, puis les Hollandais leur ont succédé jusqu'en 1696. Ensuite, en 1850, les Britanniques sont venus et se sont maintenus jusqu'en 1948. Ce sont les Portugais qui, les premiers, ont établi une petite forteresse à Galle, qu'on appelait le Fort Noir. Puis les Anglais ont construit le phare, la tour de l'horloge, l'église anglicane et tout ce qui constituait leur colonie. Le fort de Galle est un monument très important pour le Sri Lanka. En 1988, il est entré au patrimoine mondial de l'UNESCO. Therefore, very important for us about the Gaul Fort. Le tsunami de 2004 a fait 50 000 morts dans le pays. Certaines blessures de la catastrophe ne se refermeront jamais. Mais face à l'adversité, les Sri Lankais font preuve d'une résilience hors du commun. Une force morale qu'ils puissent peut-être en partie dans leur religion. 70% de la population est bouddhiste. À Tissa Maharama, ou Tissa, tous les regards sont captés par ce dagoba blanc qui domine le sanctuaire. Mais si ce temple est célèbre dans tout le Sri Lanka, c'est surtout pour une école très particulière. Le temple de Tissa Maharama est très important à cause de la présence de cette école de moines bouddhistes, le Piriven. Elle accueille des garçons de 6 à 16 ans qui sont admis selon leur horoscope. On y enseigne cependant les mêmes disciplines que dans n'importe quelle autre école. Ils apprennent le singalais, le tamoul, l'anglais, les maths, ainsi que la doctrine bouddhiste et l'astrologie. À l'issue de leur scolarité, ces garçons pourront devenir médecins ou professeurs, les 2 seuls métiers autorisés aux bonzes, et ils resteront moines toute leur vie. À une trentaine de kilomètres de Tissa, le sanctuaire de Kataragama est l'un des lieux les plus sacrés du Sri Lanka. Les 2 religions principales du pays, le bouddhisme et l'hindouisme, se le partagent dans un œcuménisme joyeux et festif. 3 fois par jour, dans les parfums sucrés d'encens, les fidèles se pressent aux cérémonies, tout habillés de blanc et les bras chargés d'offrandes. Dans la fraîcheur des collines, au cœur du pays, la ville de Kandy est considérée comme la capitale sri-lankaise du bouddhisme. Actually, Kandy is the last capital of Sri Lanka. Kandy a été la dernière capitale du royaume du Sri Lanka. Après cela, le pays est devenu colonie britannique, jusqu'à l'indépendance en 1948. À Kandy, il faut visiter le temple de l'Adam, qui contient la relique de la dent de Bouddha. Buddha's tooth relic in the temple. Situé en plein centre-ville, le temple de la dent résonne toute la journée des échos du tam-tam et de l'oranawa, une flûte à la sonorité aigrelette qui rythme les nombreuses cérémonies. Dans la foule, les touristes se mêlent à l'incessant ballet des bonzes et des croyants.
Vieille ville à l'atmosphère coloniale, Kandy cultive autour de son lac un charme suranné. L'ancienne capitale reste très attachée à son histoire et à ses traditions. And also we have Nous avons des spectacles de danse folklorique le soir, qui durent environ 1 heure. Plusieurs théâtres en proposent. Quiconque vient à Kandy ne peut pas manquer cela. C'est très populaire. La ville est intéressante aussi pour le shopping. On trouve dans les villages alentours des artisans très réputés, qu'il s'agisse du travail du cuivre, des pierres précieuses ou du batik. La région de Kandy est également célèbre pour son artisanat. and different type of all handicraftings. Cette fabrique emploie 60 personnes, majoritairement des femmes. L'artisanat du batik exige une grande dextérité, un savoir-faire pointu et beaucoup de patience. Il existe différents types de batik. Ici, 100% de ce que nous fabriquons est en coton. Le tissu vient de l'Inde, de Chine ou du Sri Lanka. Nous enduisons le tissu de cire, puis nous posons les couleurs, de la plus claire à la plus foncée. Parfois, il n'y a que 2 couleurs et le processus prend 2 ou 3 jours. Mais il peut y avoir une quinzaine de couleurs. Et là, ça demande beaucoup plus de temps, entre 15 et 20 jours. More colors, it will be about 15 to 20 days. When you take to artificial light, Le Sri Lanka est internationalement réputé pour ses pierres précieuses. Aigues marines, topazes, améthystes, œils de tigre, grenats, mais surtout les corindons, c'est-à-dire les rubis et les saphirs. C'est d'ailleurs à Ceylan que fut découvert l'un des plus gros saphirs au monde, le mal nommé Star of India, de la taille d'une balle de golf. Et partout dans le pays, des ateliers de joaillerie comme celui-ci façonnent les pierres pour les transformer en bijoux qui s'exporteront dans le monde entier. Le Sri Lanka est également riche d'une production agricole variée et savoureuse. Son climat généreux permet de cultiver fruits et légumes en abondance et bien sûr de récolter toutes sortes d'épices aux innombrables vertus. les épices, on trouve à peu près 15 différentes épices ici. Et puis, plus encore les médicaments, tout ça, c'est à peu près 30 ou 40 différentes plantes. Et ça pousse ici. Au jardin des épices de Matalé, on ne se contente pas de reconnaître les épices, on les goûte. Les épices, on utilise pour manger, en même temps, on utilise comme le médicament aussi. Et chaque épice, c'est un médicament. Et là aussi, on dit comme ça, c'est les épices, les épicées, c'est pas pimenté. Hein. Le cannelle, le noix de muscade, cardamome, tout ça qui donne l'arôme. En même temps, les épices, on utilise pour faire la cuisine. Quelque chose, le cannelle, le noix de muscade, tout ça. Et le curry, c'est pas un seul plante. Le curry, c'est le nom de plat. Mais la production la plus emblématique du Sri Lanka reste le thé. Le thé est arrivé au Sri Lanka vers 1835. Le premier théier a été planté au jardin botanique de Kandy. Le thé du Sri Lanka est très célèbre sous l'appellation thé de Ceylan. Et le thé est aujourd'hui l'une des premières productions et exportations du pays. Le jardin botanique de la ville est toujours aussi majestueux, avec ses 4500 arbres de plus de 1800 essences différentes, sa collection d'orchidées et son allée de palmiers royaux. Mais vous aurez beau chercher, vous n'y trouverez pas de théier. L'altitude de Kandy étant trop basse, l'expérience de Barnes ne fut pas concluante. Pour admirer les plantations de thé, il faut donc s'aventurer un peu plus au sud, dans les montagnes brumeuses d'une région surnommée la Petite Angleterre, autour de la ville de Nuwara Eliya. Nuwara Eliya est la capitale des collines du Sri Lanka. C'est un lieu de villégiature agréable car les températures y sont fraîches. Les paysages sont très verts avec beaucoup de cascades. Les Britanniques s'y sentaient comme chez eux. Ils ont construit à Nuwara Eliya un terrain de golf, un hippodrome et de très beaux bâtiments qui ont beaucoup de cachets. Il y a vraiment une atmosphère coloniale ici. Ensuite, ils ont voulu y cultiver le café. Mais ils ont échoué. Ils se sont mis alors à planter des théiers avec le succès que l'on sait. Dans la fraîcheur de ces collines, les élégantes forêts d'albizia, d'araucaria et d'acacia alternent avec les plantations de théiers en terrasse. Le Sri Lanka produit chaque année 340 000 tonnes de thé et près d'une tasse sur 10 bue dans le monde provient de ce pays. Rien que dans cette usine, créée il y a près de 180 ans, il en sort 600 tonnes chaque année.
Et quand on sait qu'il faut 7 kg de feuilles pour obtenir un seul kilo de thé, vous imaginez la quantité de feuilles qui a défilé sur ces tapis. La dégustation du thé est tout un art, et quelle que soit votre variété préférée, sachez que toutes les sortes de thé proviennent du même arbuste. C'est dans le degré de maturité des feuilles lors de la cueillette, dans le niveau de fermentation et dans tout le processus de transformation que se fait la différence. Pour s'imprégner de cette atmosphère coloniale très british, comme dans les romans d'Agatha Christie, rien de mieux qu'un train à vapeur. Celui qui relie Nuara-Eliya à Ella fait la joie des touristes. Ceux-ci voyagent en première classe, à l'arrière du train, dans le sens inverse de la marche, afin de mieux admirer le paysage à travers une vitre panoramique. En deuxième et troisième classe, il est de coutume de laisser les portes ouvertes, de s'asseoir au bord du wagon pour saluer les gens le long des voies et de savourer le temps qui passe. Il ne faut pas être pressé. Le train au Sri Lanka, c'est lent. Le plaisir du charme suranné de se retrouver dans un vieux train à vapeur. Et vous allez traverser tous les champs de thé à flanc de colline, c'est vraiment très très beau. En plus, il y a le côté petit frisson sympa puisqu'on voyage en fait les portes ouvertes. Donc vous voyez les gens sortir du train, prendre des positions complètement folles. Voilà, c'est vraiment le côté sympa. Autant faire ce petit parcours-là dans ce train qui vous fait voir des paysages que vous n'auriez pas l'occasion de voir sinon. Les paysages enchanteurs se succèdent. Plantations de thé, forêts d'eucalyptus ponctuées d'hortensias, de rhododendrons et d'orchidées sauvages. Et l'arrivée à Ella survient presque trop tôt. Promontoire entre deux montagnes, la petite ville d'Ella est le point de départ de nombreuses randonnées. Une occasion idéale de découvrir la nature sri-lankaise et son exceptionnel patrimoine. Le pays compte pas moins de 23 parcs nationaux. Celui des Horton Plains, dans le sud, offre des panoramas époustouflants et des conditions d'accès exceptionnelles. L'intérêt de visiter le parc national de Horton Plains, c'est surtout le fait de pouvoir le visiter à pied. C'est le seul parc où vous pouvez vous déplacer sans rester dans votre véhicule. Déjà ça, c'est un superbe attrait. Et puis surtout, pour les amateurs de randonnée, ça va vous permettre de faire une jolie boucle d'à peu près 3 heures et à mi-parcours de voir ce qu'on appelle le bout du monde, le point de vue du bout du monde qui est vraiment superbe. Et cette balade est quand même assez simple, assez sympa et riche de découvertes puisque vous allez voir beaucoup d'animaux, d'espèces endémiques comme par exemple le lézard cornu. Au détour d'une cascade, vous êtes quasiment arrivé, vous finissez le long d'une rivière. Et tous ces chemins complètement sublimes avec ces très très belles plaines de type savane, on ne sait plus si on est en Afrique ou au Sri Lanka. Vous allez terminer votre petite balade de 3 heures le long d'un superbe ruisseau, vous êtes arrivé, vous avez fait les Horton Plains et vous en gardez un souvenir incroyablement beau. Les éléphants sauvages seraient aujourd'hui au nombre de 5700 au Sri Lanka. On peut bien sûr en croiser par hasard au détour d'une route, mais pour être sûr d'en voir en grand nombre, dans leur milieu naturel, destination la réserve d'Udawalawe et ses 30 000 hectares de jungle. Le parc national d'Undavalawe a été créé en 1972. Il est célèbre pour ses éléphants. On en a recensé plus de 1200. On peut aussi y voir des cerfs, des léopards, des singes, des crocodiles et énormément d'oiseaux. C'est un parc très réputé au Sri Lanka. Les éléphants d'Asie se différencient des éléphants d'Afrique par leur plus petite taille, leurs 2 bosses sur la tête, leurs petites oreilles et la dépigmentation rose qu'ils arborent sur le haut du corps. Mais les éléphants sauvages du Sri Lanka n'ont pas toujours eu une vie aussi paisible. Beaucoup ont été tués ou blessés lors de la guerre civile qui a déchiré le pays jusqu'au début des années 2000. D'autres ont fait les frais de conflits de territoire avec les paysans. Aussi, pour recueillir les éléphantos laissés à l'abandon, le premier orphelinat pour éléphants au monde, le Pinawala Elephant Orphanage, a ouvert ici, à Abarana. Cet orphelinat a été créé en 1975. C'est aussi un centre de reproduction des éléphants. Depuis sa création, plus de 80 éléphantos sont nés ici. La journée commence à 8 h du matin par le repas des éléphants. Un éléphant mange 250 kg de nourriture et boit 200 litres d'eau par jour. Les bébés, eux, prennent 3 biberons par jour. Les séances de nourrissage plaisent énormément aux touristes. Ensuite, de 10 h à midi, nous les conduisons à la rivière. Et l'après-midi, nous les laissons libres dans le parc. Dans le cadre idyllique de la rivière d'Eduru Oya,
Sous la surveillance étroite d'une soixantaine de cornacs, les visiteurs peuvent assister à un spectacle hors du commun, le bain des éléphants. On a la chance d'approcher ces pachydermes qui sont magnifiques et on peut les accompagner même puisqu'en fait le sanctuaire traverse le village complètement pour les amener tous les jours se baigner et nous en tant que spectateurs de tout ça, on est complètement ébahis de voir ces mastodontes conduits par leur maout se mettre à l'eau et nous juste à côté de tout ça on regarde et on apprécie. D'autant que c'est important puisque la population d'éléphants au Sri Lanka semble être stabilisée, voire même augmentée. Donc c'est toujours agréable et rassurant de voir que le Sri Lanka prend soin de ses plus beaux ambassadeurs. Retour à Tissa Maharama. Non loin du temple s'étend un autre sanctuaire, celui que le lac de Tissa, à l'écosystème extraordinaire, offre aux oiseaux. Ils sont des myriades à nicher ici. Perroquets sauvages, aigrettes, cormorans, pélicans, hérons, aigles, cigognes. Au total, une trentaine d'espèces différentes y a élu domicile, sans compter les chauves-souris et les crocodiles. À la tombée du soir, c'est un splendide ballet aérien qui s'organise d'arbre en arbre sous le regard ébloui des promeneurs en barque. Cette balade en bateau est vraiment merveilleuse. Avec tous ces oiseaux que l'on peut admirer et ces arbres magnifiques, les paysages sont superbes. C'est une très belle activité à pratiquer dans cette ville. À l'embouchure de la rivière Madou, c'est le labyrinthe de la mangrove que l'on peut explorer en bateau. Dans les plantations de canéliers qui bordent le cours d'eau, les singes s'en donnent à cœur joie. Et des milliers d'oiseaux viennent ici trouver leur pitance. Les ornithologues amateurs ne se lassent pas de cette visite, quitte à déranger de temps en temps un varan débonnaire. La facette balnéaire du Sri Lanka constitue un autre atout touristique majeur de ce pays. Les plus belles plages se trouvent surtout dans l'est et le sud, comme ici dans le secteur de Bentota. Cette région est très appréciée des touristes pour ses plages dorées. Au Sri Lanka, il y a assez peu de belles plages. Celle-ci est l'une des plus belles. Elle s'étend sur environ 2 km. Ici, c'est l'un des plus beaux endroits pour profiter de la plage au Sri Lanka. Les amateurs de sensations fortes ne sont pas en reste au Sri Lanka. De nombreuses compagnies de rafting se sont établies le long de la rivière Kelani qui offre une succession de 7 rapides. Ce site magnifique, bordé par la jungle et les bouquets de bambous, survolé par les aigles et les kalaos, semble sorti d'un décor de film à grand spectacle. Et justement, c'est ici même que le cinéaste David Lean est venu tourner, en 1956, la plupart des scènes de son célèbre succès, Le pont de la rivière Kwai. Aujourd'hui, il ne reste plus rien du pont qui avait été construit uniquement pour le tournage sur la rivière Kelani. Mais qu'importe, ici, la nature reste grandiose et le Sri Lanka n'a pas besoin d'Hollywood pour être une super production à lui tout seul. Zone Australe vous a été présentée par Zeop, les peintures Movilac, Air Mauritius et Air Madagascar.